c'est une excellente surprise. L'Éternaute est une série qui vient de sortir sur Netflix. C'est une série qui est basée sur une BD des années 50 qui a été reprise maintes et maintes fois jusqu'en 2003. Le synopsis est assez simple. Des millions de personnes meurent face à une neige qui a été envoyée par des extraterrestres. C'est une série qui a été particulièrement difficile à tourner pour l'acteur. L'acteur Ricardo Darín, qui est âgé de 68 ans, a dû tourner beaucoup de scènes emmitouflé dans un tas de vêtements. Il devait tourner avec un masque, mais évidemment, à son âge, il l'a dit dans une interview, c'était difficile et éprouvant. Il l'a fait seulement parce que le scénario était excellent. Et je dois l'avouer, le scénario est excellent. La série se passe à Buenos Aires et ça change de toutes les séries post-apocalyptiques qui se passent la plupart du temps aux États-Unis. La série prend son temps. La série pose les choses et travaille énormément les personnages qui, au fur et à mesure, ils deviennent attachants. Les 20 premières minutes de la saison, ce sont seulement un groupe d'amis qui jouent au poker. On en apprend un peu plus, forcément, sur eux, ce qui va servir énormément dans l'histoire plus tard, pour l'attachement, pour le caractère des personnages. Et au bout de 20 minutes, d'un coup, il se passe quelque chose. Le changement est radical, il arrive net. Chut, taisez-vous. Quoi? Écoutez. Et voilà que la série se déclenche. La neige tombe et les gens tombent avec. Et à partir de là, nous avons une tension permanente. Tout ce qui va se passer, les moments de joie, les moments de tristesse, d'émotion, sont soumis à une tension. On se pose toujours des questions sur la survie de nos personnages, sur comment tout ça va se dérouler. Et cette série va totalement changer. Le fond, au final, surtout des premiers épisodes, n'est pas tant l'apocalypse en lui-même et la survie. C'est plutôt comment un groupe d'amis réagirait si cela arrivait. Est-ce que certains penseront qu'à eux et laisseront leurs amis de côté et chercheront leur famille, quitte à mettre le groupe en danger? Ou est-ce que certains vont vouloir rester chez eux, vont vouloir avoir une certaine cohésion de groupe? Et c'est là que sur un fond d'engueulade, l'épisode 1 va se passer. Entre notre personnage principal qui veut retrouver sa fille et le reste du groupe qui veut rester soudé et rester chez leur ami. Ils ne veulent pas bouger, ils ne savent pas ce qu'il se passe et ils sont plus en sécurité chez eux. Ce qui est d'un côté logique, comme c'est d'un côté aussi logique que notre personnage veut retrouver sa fille. Et c'est là-dessus que la série est excellente. On n'a pas de bricolage comme à la Walking Dead où il faut absolument qu'il y ait un groupe d'ennemis hyper dangereux qui vient casser le groupe. Non, là, la série suit son cours. Ce sont les réactions logiques de nos personnages qui font avancer l'histoire. Il n'y a pas de réaction surréaliste. Nous n'avons pas un personnage qui va jouer le super-héros, qui va vouloir aller tout seul chercher de la nourriture. Non, chacun a son caractère et chacun va réagir en fonction de son caractère. Certains sont lâches, certains sont égoïstes et certains pensent qu'à leur famille. On sent rapidement le désastre de la catastrophe et là c'est un point positif que la série met en place du premier jusqu'au dernier épisode. Chaque scène qui est à l'extérieur met en avant des personnages morts en action. C'est-à-dire, je m'explique. Quand il se passe une catastrophe comme ça, nous sommes forcément dans notre quotidien à ce moment-là. Nous tenons une boutique à l'extérieur, nous faisons du vélo, nous emmenons notre famille en vacances, nous faisons quelque chose. Et c'est là qu'on retrouve donc des cadavres dehors qui faisaient quelque chose. Certains promenaient leurs chiens, certains manifestaient, d'autres étaient en action dans la police. Ils faisaient tous quelque chose et je trouve que la série met très bien ça en avant et c'est vraiment un point positif. C'est une idée qu'elle a eue et que, mine de rien, très peu de séries ont pu avoir. Même dans Walking Dead, je trouve que c'est pas spécialement bien fait. Nous voyons pas de zombies en tenue de policier, même dès la première saison. C'est malheureusement, la plupart des séries apocalyptiques ne se rangent pas de ce côté-là et c'est là-dessus qu'elle sort du lot. Nous avons une ambiance d'horreur apocalyptique. Nous avons des émotions et des dilemmes sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour sa survie ou pour la survie du groupe.
Cette ambiance va changer au fur et à mesure des épisodes. Cette ambiance un peu apocalyptique, remplie de cadavres, va se changer dans une ambiance d'horreur pure, avec des extraterrestres un peu à la Alien dans une certaine mesure, où ce sont les monstres qui nous font flipper et la façon dont ils peuvent tuer nos personnages. Les genres d'aliens, des espèces de gros cafards vont faire leur apparition vers la fin de l'épisode 3 et vont changer radicalement l'ambiance de la série. Chaque épisode, qui plus est, a droit à son lieu. Non pas pour pousser le scénario comme certaines séries peuvent le faire, non. Les lieux dans lesquels nos personnages vont devoir aller, que ce soit pour trouver sa fille ou pour tout simplement se protéger, sont logiques. Nous avons donc la maison dans le premier épisode, forcément c'est l'endroit où il se trouvait au moment de l'apocalypse. Ensuite nous avons l'immeuble dans le deuxième épisode, c'est logique. Où est-ce que pourrait se trouver sa fille? Chez elle, dans son immeuble, là où habite son ex-femme, forcément. Et puis ensuite nous avons l'église, parce que notre personnage doit fuir. Ça aurait pu être n'importe quel autre lieu, bon, ils ont choisi une église. L'église représente un symbole, forcément. Mais juste avant, dans l'épisode 3, parce que l'église c'est l'épisode 4, nous avons le lycée. Sa fille est lycéenne. Si elle n'est pas chez elle, elle était possiblement dans son lycée. Encore quelque chose de logique qui emmène notre personnage principal dans un nouveau lieu. Ensuite, nous avons le grand carrefour. Et enfin, le Campo de Mayo, le camp militaire. Ce sont également des lieux qui étaient logiques. Les gens cherchent un endroit où il y a de la nourriture, où on peut loger énormément de personnes, un centre commercial, paraît tout à fait logique, et ensuite forcément un camp militaire, parce que dans la plupart des séries apocalyptiques, à la fin il ne reste plus que les militaires. Et cette fois-ci les militaires ne sont pas des méchants. Ils sont dans le bon camp et pareil, cela change de plusieurs série apocalyptique dans lequel les militaires ne pensent qu'à eux. Comme vous pouvez le constater, c'est un scénario basique que la plupart des films utilisent. Une fin du monde, plus d'électricité, potentiellement des aliens, mais cette série sort du lot parce qu'elle se concentre essentiellement sur ses personnages et sur l'ambiance qu'elle veut rendre. On a même le cliché du père qui doit retrouver sa fille. Nous l'avons dans plusieurs films, d'ailleurs en regardant cette série, j'ai beaucoup pensé à Tekken. Mais cette série nous pose énormément de questions, énormément de dilemmes sur l'être humain. Quelles sont nos priorités dans ce genre de situation? Est-ce qu'on peut aider des inconnus? Est-ce qu'on doit aider des inconnus? Peut-on faire confiance, même à nos amis les plus proches? Nous avons même droit à des scènes qui sont particulièrement dures. Je pensais énormément à la scène du train dans l'épisode 2, où notre personnage principal ne peut rien faire face à ces gens qui sont coincés dans le train. Bon bref, peu importe, faites quelque chose, on va mourir de froid. Je peux rien faire. Ils ne peuvent pas sortir à cause de la neige, ils ne peuvent donc ni se nourrir, ni boire, et nous les retrouvons dans l'épisode d'après, où le train est totalement dévasté. On les sait condamnés, et ils se battront pour une simple bouteille d'eau. Cette série nous présente deux types d'êtres humains. Ceux qui sont prêts à tout, quitte à être égoïstes pour survivre, et ceux qui sont prêts à tout pour faire vivre le groupe. C'est une série qui se concentre énormément sur les réactions de nos personnages et sur la façon dont ils réagissent en fonction de leur caractère. C'est juste des personnes lambda, comme nous, face à une situation catastrophique. C'est une série qui change. C'est la première fois que je vois une série post-apocalyptique où ce ne sont pas les êtres humains les méchants, mais ce sont réellement les monstres les méchants. Qui plus est, le scénario est super bien ficelé. Bon, après, ils ont eu de quoi se baser avec 3 BD de mémoire. Cette série, à chaque fin d'épisode, pose sans cesse des questions et nous donne envie de voir la suite. Si je n'avais pas un travail, je vous jure, je l'aurais fini en une journée. Les simples premières questions qu'on se pose, c'est tout simplement comment vont-ils survivre face à cette neige? Comment vont-ils manger? Comment vont-ils boire? Et puis ensuite, va-t-il réussir à sauver sa fille? Cette question, nous l'avons sur 4 épisodes quand même. Puis ensuite, qui sont les bestioles? Et comment vont-ils survivre face à eux? Et puis vers la fin de la saison, nous avons encore d'autres questions qui arrivent, qui n'ont toujours pas de réponse. Pourquoi certaines personnes ont perdu la mémoire, comme Lucas, comme sa fille, et au fur et à mesure on en apprend qu'il y en a eu plein d'autres, des milliers d'autres, qui plus est, ils sont en alliance avec les bestioles. Pourquoi? Comment? Plus les épisodes avancent, surtout les 2 derniers, plus on se pose encore plus de questions, et moins la série
y répond. Mais on sait qu'elle y répond pas maintenant parce qu'elle ne sait pas, mais parce qu'elle va y répondre dans la saison 2. Comme dit Netflix à la fin de cette saison, à la fin du dernier épisode, la saison 2 arrive bientôt. Il n'y a pas encore de date, mais j'espère qu'elle ne va pas être annulée parce que cette série est vraiment excellente. Malgré ça, sur certaines scènes, surtout celles avec les bestioles, on voit clairement un manque de budget. À ce moment-là, on dirait surtout une série des années 2000. On sent que les effets spéciaux, le budget a vraiment été concentré sur les 2 derniers épisodes et non pas au début. Les bestioles, les sortes de gros cafards, manquent d'ombre. On voit clairement qu'ils n'ont pas d'ombre au sol, en tout cas c'est très minime. Problème de lumière peut-être, je ne sais pas. On voit également qu'ils n'auront aucun reflet sur la peau, ce qui est impossible. Il y a forcément un reflet, même nous avons des reflets. Et surtout, ce qui m'a marqué dès le début, avant de voir tous ces autres défauts, c'est que quand ils marchent, alors certes, on voit les traces au sol sur la neige, mais il n'y a pas de particules. Il n'y a rien, ils ne font pas de brouillard. La neige juste reste au sol et puis c'est tout, elle ne s'envole pas alors qu'il neige et qu'il vente. Je trouve vraiment que sur certaines scènes, pareil, les monstres semblent rigides, semblent robotiques, ils manquent de fluidité. Même si je trouve l'idée du gros cafard en finale quand même assez flippant. Surtout que les scènes où on les voit de proche ne sont pas mauvaises, elles sont même plutôt bonnes. Est-ce que vraiment on peut retenir ce seul véritable gros défaut de la série face à ses toutes autres qualités ? L'écriture, la qualité de certains personnages. Ricardo Darín, qui est apparemment, je me suis renseigné, est un excellent acteur, un grand acteur hyper connu en Argentine. Et je le trouve très bon. Je suis assez étonné qu'il n'ait pas fait d'autres films, que ce soit à Hollywood ou dans d'autres très grands films. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis ciao.